Vous ne verrez jamais Jacques Dutronc fanfaronner sur Instagram, posant avec des voitures de sport ou des montres serties de diamants. Mais derrière ses Ray-Ban et son célèbre sourire en coin se cache l'une des fortunes les plus discrètement fascinantes de l'histoire de la musique française. En 2025, alors que le monde court après les tendances et les abonnés, Dutronc vit parmi les oliviers dans une villa corse autrefois construite par Françoise Hardy, une maison qu'il squatte aujourd'hui, techniquement appartenant à son fils, Thomas. Son garage n'abrite pas de Ferrari, mais une Citroën DS poussiéreuse et une Jaguar légendaire avec une histoire à raconter. Il n'est pas milliardaire, mais sa richesse, elle est dans la terre, l'héritage et les chats par dizaines. Alors, comment l'une des stars les plus privées de France vit-elle comme un roi sans jamais se comporter comme tel? Regardons de plus près. Les détails pourraient bien vous surprendre. La fortune de Jacques Dutronc ne brille pas au sens conventionnel. Elle s'accumule, lentement, discrètement, et au fil des décennies. Son héritage musical, en particulier, n'est pas seulement riche de valeurs culturelles, c'est une véritable mine d'or certifiée. Avec une carrière de plus de 60 ans, Dutronc a sorti plus de 20 albums studio et live, écrit ou coécrit des centaines de chansons et marqué de manière indélébile l'histoire de la pop et du rock français. Des titres comme Les Cactus, Et moi, et moi, et moi, et l'immortel Il est 5 heures, Paris s'éveille, sont devenus des standards français. Non pas des reliques du passé, mais des œuvres vivantes, redécouvertes génération après génération. En 2025, les droits SACEM liés à l'écriture et à la composition génèrent toujours un revenu annuel conséquent, probablement à 6 chiffres. Les plateformes de streaming, comme Spotify, Apple Music ou Deezer, rapportent à elles seules des dizaines de milliers d'euros par an. Paris s'éveille, atteignant des millions d'écoutes dans le monde. Et cela sans compter les droits d'exécution, activés à chaque diffusion, à la radio, à la télévision, au cinéma ou lors de reprises en concert. Les estimations des professionnels du secteur suggèrent que 3 à 4 millions d'euros de la fortune de Dutronc proviennent uniquement de son catalogue musical, un mélange de ventes physiques, rééditions, performances numériques et droits de diffusion. Son répertoire n'est donc pas qu'un héritage, c'est un actif qui se renouvelle sans cesse. Et dans l'industrie musicale, rares sont les choses plus précieuses. Mais Jacques Dutronc n'est pas seulement un chanteur, il est aussi un acteur récompensé par un César, salué pour ses rôles profondément expressifs dans plus de 25 films, de Van Gogh, où il incarne le peintre torturé avec une intensité brute, à des œuvres plus légères comme Place Vendôme ou Merci pour le chocolat. Ces films continuent d'être diffusés régulièrement en France et en Europe, lui rapportant des revenus de rediffusion, des droits de syndication et de licence. Les chaînes comme Arte ou France 5 lui consacrent encore des rétrospectives et des soirées thématiques, redonnant vie à d'anciens contrats. Il faut aussi compter sur l'économie des collectionneurs. Vinyls vintage, pressages originaux, coffrets, rééditions limitées remasterisées, désormais améliorées par l'intelligence artificielle, nourrissent un regain d'intérêt pour son œuvre. Ces albums des années 1960 sont devenus des objets cultes pour les amateurs de yéyé et de psych-rock français. Avec le temps, Dutronc a aussi montré un instinct commercial surprenant, toujours avec un clin d'œil ironique. À la fin des années 2000, il s'est lancé dans la mode avec une ligne humoristique baptisée Dutronc Séduction, composée de vestes vintage, t-shirts ironiques et pantalons ajustés destinés à la nouvelle vague de francophiles hipsters. C'était limité, niche et étonnamment rentable, surtout en ligne et au Japon, où Dutronc compte une base de fans fidèles. Ce même esprit subversif s'est retrouvé dans son parfum signature, l'eau de Jacques, promu avec le slogan « Le parfum du fumeur libre ». Son flacon imitant un paquet de cigarettes des années 60, ses notes de tabac, cuir et myrte corse, ont permis d'écouler toute la première série. Certains fans vendent encore des flacons scellés sur eBay pour plusieurs centaines d'euros.
Mais son succès commercial le plus inattendu fut peut-être chez le Gros Jacques, une petite chaîne de bistrots corse cofinancée et co-brandée par Dutronc dans les années 2010. On y servait vin local, viande grillée et des menus ornés de slogans sarcastiques. Mi-piège à touristes, mi-repère underground, ces restaurants ont tous ou presque été vendus ou rebaptisés, mais ont rapporté suffisamment à l'époque pour générer un bénéfice net, tout en renforçant le mythe Dutronc, bon vivant sachant monétiser son charme. Aujourd'hui, Jacques tire encore des revenus importants grâce à la licence de concert, produits dérivés, rétrospectives muséales et archives numérisées. Tandis que les performances en hologramme et l'IA redéfinissent la façon de perpétuer les légendes, le clan Dutronc, désormais dirigé par son fils Thomas, avance prudemment sur les plans éthiques et économiques de l'immortalisation. Oubliez les penthouse parisiens ou les villas jet-set à Saint-Tropez. Pour Jacques Dutronc, le vrai luxe ne se mesure pas en opulence, mais en permanence. C'est un lieu qui devient une partie de soi, de son rythme, de son silence. Ce lieu pour lui se trouve dans les hauteurs de Monticello, en Corse, un village tranquille, battu par les vents, juste au-dessus de l'île Rousse, où le temps semble suspendu et où le soleil méditerranéen ne se presse jamais de se coucher. La villa qu'il appelle « chez lui » ne lui appartenait pas à l'origine. Elle a été construite en 1966 par Françoise Hardy sur un terrain offert par le photographe Jean-Marie Perrier, son ex-compagnon et ami proche. La maison, avec ses murs de pierre traditionnels et sa vue de carte postale, était pensée comme un refuge. Et c'est ce qu'elle est devenue. Pas seulement pour elle, mais aussi pour l'homme qu'elle épouserait en 1981 et qu'elle ne quitterait jamais tout à fait, même après la séparation. Jacques s'y est installé et n'en est jamais vraiment reparti. Il en plaisantait souvent. « Je me suis bien garé, alors je suis resté. » Cette boutade est devenue son mantra discret. Lorsque Hardy est décédé en juin 2024, la villa est légalement revenue à leur fils, Thomas Dutronc, qui a confirmé avec une touche d'ironie affectueuse « Mon père habite désormais chez moi. » Mais comme Thomas le répète souvent, « Je ne lui demanderai jamais de partir. C'est sa maison plus que la mienne. Ça l'a toujours été. » La villa, connue de manière informelle sous le nom de Virginie, est tout ce que l'on n'attendrait pas d'un millionnaire. Pas de portail doré. Pas de façade tape à l'œil pour les paparazzis. De l'extérieur, elle se fond dans la colline, presque timidement. À l'intérieur, c'est une mosaïque du temps. Guitare vintage, meubles décolorés par le soleil, livres et photos de Hardy, bouteilles de vin corse à moitié vides et une collection de cendriers pour les cohibas que Dutronc allume en continu. Mais les véritables souverains de ce domaine? Les chats. Jacques les a toujours adorés, peut-être pour leur indépendance, leur arrogance, leur refus d'être domestiqués. À une époque, plus de 50 félins rôdèrent sur la propriété. Des chatons abandonnés étaient souvent jetés par-dessus le mur par les habitants du coin, sachant que Dutronc les adopterait. On ne pouvait plus manger dehors, a écrit Thomas dans ses mémoires. Ils sautaient sur la table, piquaient de la nourriture, dormaient dans les guitares. C'était un zoo. Même le portail affiche une pancarte peinte avec une tendresse résignée. Roulez lentement, chat partout. Aujourd'hui, le nombre a été réduit à une douzaine plus gérable, mais leur présence se ressent dans chaque recoin baigné de soleil. La terrasse de la villa fait face à la mer, une étendue scintillante de Méditerranée encadrée par les montagnes du Cap Corse. Cette vue est la compagne préférée de Dutronc, peut-être plus encore depuis la disparition de Françoise. Il y passe ses matinées, un café et un cigare à la main, ses après-midi devant d'anciens westerns sur une vieille télé, et ses soirées à saluer les couchers de soleil corse teintés d'orange. Et il n'est jamais seul. En été, on peut croiser autour de la table du jardin Eddie Mitchell, Étienne Dao ou Vincent Lindon. Dans les années passées,
C'était Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg ou Romy Schneider, qui y passa une soirée paisible après un tournage. Aujourd'hui, beaucoup de ces invités ne sont plus absents, comme les appelle Jacques. Mais la maison, elle, s'en souvient. Ce qui rend cette maison luxueuse, ce n'est ni sa taille, ni sa valeur sur le marché, bien qu'elle soit estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros. C'est la vie qu'elle abrite. Les souvenirs incrustés dans ses murs. Le fait qu'un homme qui pourrait vivre n'importe où dans le monde choisit de rester ici, au même endroit, sous le même figuier, avec les mêmes lunettes de soleil et le même sourire lent, est la définition même de la richesse. Monticello n'est pas une simple parenthèse dans la vie de Dutronc. C'en est le cœur. Et malgré les royalties, l'immobilier et les ventes de disques, cette ville-là, marquée par le temps, bénie par le silence, demeure le seul lieu qu'aucune somme ne saurait acheter, un chez-soi fait de liberté. En dehors de son refuge bien-aimé de Monticello en Corse, Jacques Dutronc a toujours conservé une présence plus discrète, mais tout aussi significative sur le continent, notamment à Paris, là où les racines de sa célébrité ont pris forme. Sa principale propriété parisienne, nichée dans le 14e arrondissement, quartier de Petit-Montrouge, n'était pas qu'une adresse. C'était le décor de sa vie de jeune star montante, d'époux et de père dans les années 1960 et 1970, un lieu où la célébrité et la vie domestique coexistaient derrière des volets clos. Cette maison de ville, discrète, typiquement parisienne avec ses balcons en fer forgé et ses escaliers en colimaçon, devint le foyer familial qu'il partageait avec Françoise Hardy durant leurs années les plus créatives. Assez proche des studios et théâtres de Montparnasse, mais suffisamment à l'écart pour les protéger des paparazzis et des fans trop enthousiastes. Thomas Dutronc, leur fils unique, évoque souvent son enfance dans cette maison avec un mélange de nostalgie et d'émerveillement. « J'avais 2 étages, rien que pour moi », a-t-il raconté un jour en interview. « Je me faufilais la nuit, les marches en bois me trahissaient à chaque fois. Les craquements, les échos dans le couloir, l'odeur de la tisane de Françoise, tout cela a façonné son récit initiatique empreint de l'esprit bohème de la rive gauche. À la fin des années 1980, alors que Jacques entamait sa retraite insulaire en Corse, la maison parisienne est restée dans l'orbite familiale. Bien que les registres indiquent qu'il n'y vit plus à plein temps, le bien reste probablement en possession de Thomas ou dans une fiducie familiale. Au vu de l'explosion des prix de l'immobilier à Petit-Montrouge, la maison, autrefois simple résidence d'artiste, est aujourd'hui estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros, voire plus, selon l'état des rénovations et les détails cadastraux. On murmure l'existence d'un second bien immobilier à Paris, peut-être un pied-à-terre dans le 6e arrondissement, près de la rue de Rennes, utilisé pendant les périodes de maladie de Françoise, lorsque l'accès aux cliniques et pharmacies voisines devenait crucial. Cet appartement, jamais officiellement confirmé par la famille, aurait été conservé au nom de Thomas par souci de discrétion et de stabilité. Françoise était farouchement secrète concernant sa santé, et Jacques, même séparé, restait impliqué à distance pour assurer son confort. Au-delà de ses résidences, le portefeuille immobilier de Dutronc a toujours privilégié le refuge personnel à la démonstration de prestige. Contrairement à certains de ses pairs du rock ou de la chanson française qui ont acquis des domaines en Provence ou des vignobles dans la Loire, Jacques a préféré des biens modestes, fonctionnels, liés à son histoire familiale. Depuis longtemps, des conseillers de confiance gèrent discrètement au moins 2 petits biens d'investissement en Nouvelle-Aquitaine, des locations saisonnières situées près de Cognac ou Royan, selon la rumeur, générant un revenu passif sans attirer l'attention. Ces propriétés seraient détenues via des sociétés écrans ou des fiducies discrètes, garantissant une exposition publique minimale. Mais ne vous y trompez pas. Dutronc n'a jamais poursuivi la richesse pour elle-même. Selon ses amis,
Il aurait refusé plusieurs émissions de rénovation télévisée et des partenariats immobiliers dans les années 2000, alors que d'anciens icônes comme Johnny Hallyday monnayaient leur image. Jacques n'a jamais voulu bâtir un empire, confie un proche. Juste un endroit où poser ses livres, ses cigares et peut-être un ou deux chats. Cette philosophie demeure inchangée en 2025. Entre la sauvagerie poétique de Monticello et les souvenirs élégants de Paris, le legs immobilier de Jacques Dutronc est discret, mais profondément sincère. Il ne s'agit pas de luxe ostentatoire. Il s'agit d'histoire, d'habitude et du plaisir silencieux de savoir que l'on a laissé un peu de soi dans chaque mur, chaque escalier, chaque planche qui grince. Jacques Dutronc conduit-il une Ferrari? Non. Et s'il l'avait fait un jour, ce serait probablement comme une blague dans l'une de ses chansons, et non comme un symbole de réussite. Dutronc est le genre d'homme qui se moque de l'excès, qui joue les dandys tout en riant secrètement de leur vanité. Ce qu'il conduit réellement, lorsqu'il conduit, en dit long sur lui. Au cœur de son modeste garage à Monticello trône une Citroën DS, cette icône automobile française au style de soucoupe volante, un véhicule si fluide, si excentrique, si nationale dans son essence que le général de Gaulle aurait affirmé qu'elle lui avait sauvé la vie. La déesse de Dutronc n'a rien d'un modèle de salon. Elle est poussiéreuse, digne, souvent à l'ombre des oliviers, et ressemble davantage à un artiste retraité qu'à une voiture. On l'a aperçue sur les marchés locaux et les routes côtières, serpentant dans les collines corses, parfois avec un chat étendu sur la banquette arrière. Des amis de longue date se souviennent que Jacques possédait autrefois une Jaguar XK 120 offerte, dit-on, au début des années 1970 par un producteur après le succès de l'Opportuniste. Cette Jaguar, vert anglais, intérieur cuir, pare-choc chromé, est devenue une légende à part entière. Dans une interview de 2012, Thomas Dutronc a laissé entendre que la Jag était conservée comme une relique sacrée, plus admirée que conduite, plus symbolique que fonctionnelle. Elle sent le vieux cigare et l'essence, disait-il en souriant. Autrement dit, elle sent mon père. L'amour de Dutronc, cependant, s'est toujours porté davantage sur les motos anciennes. Au fil des décennies, on l'a vu chevaucher des Triumph Bonneville, des BMW série R, et même quelques motos Guzzi. Sa villa corse possédait autrefois une aile entière dédiée aux pièces, casques et photos de lui en train de rouler sur les pistes dans les années 1980. Une photo, accrochée dans sa cuisine, le montre en lunettes d'aviateur et blouson de cuir, roulant sans les mains avec le sourire d'un gamin qui a fait une bêtise. Comme tout le reste dans sa vie, ces véhicules ne sont pas là pour faire étalage. Ils sont là pour le plaisir, pour l'esthétique, pour la sensation de mouvement et le bruit du moteur, pas pour la marque sur le capot. Le même principe s'applique à sa garde-robe. Dutronc porte des costumes Renoma, parfois froissés, toujours avec une désinvolture étudiée. Il est rarement vu sans ses Ray-Ban Aviator, devenus si emblématiques que dans les années 1990, un magazine français spécialisé dans les lunettes titrait en couverture « L'homme qui faisait chanter les lunettes ». On ne l'a jamais photographié avec une Rolex, encore moins une montre sertie de diamants. Il porte plutôt des montres anciennes à bracelets de cuir, parfois à peine fonctionnelles, souvent héritées d'amis ou trouvées aux puces. Lorsqu'un journaliste lui demanda un jour pourquoi il ne se laissait jamais tenter par la mode ostentatoire, Dutronc haussa les épaules. La montre la plus chère du monde n'arrête pas le temps. Alors, à quoi bon? Les critiques de mode et les historiens du rock ont longtemps été fascinés par cette contradiction. Un homme qui a embrassé l'esthétique du rocker français sans jamais sombrer dans la caricature. À la fin des années 60, alors que Serge Gainsbourg jouait avec la provocation et que Johnny Hallyday s'appropriait l'imagerie américaine, Dutronc traçait une route différente. Il portait des costumes 3 pièces quand les autres étaient en cafetan. Il associait des vestes cintrées à des espadrilles et n'a jamais eu besoin de s'excuser pour l'ironie. Il s'habillait comme un banquier qui venait de s'échapper d'une lecture de poésie, plaisantait un journaliste.
Il a toujours compris le style comme un masque, un clin d'œil élégant et théâtral à l'absurdité de la célébrité. Et derrière ce masque se cachait un homme discrètement avisé, quelqu'un qui laissait les autres courir après la lumière pendant qu'il préservait son indépendance. « Je n'ai jamais aimé l'argent », a-t-il un jour confié au Monde, et l'argent ne m'a jamais aimé. Une phrase que les fans ont répétée comme un mantra, mais ceux qui le connaissent vraiment savent qu'il était bien plus pragmatique que cela. Il a investi intelligemment, il a bien vécu, il a évité les scandales financiers, et surtout, il connaissait ce secret qui échappe à tant de célébrités. Le vrai luxe ne fait pas de bruit. La fortune de Jacques Dutronc est impressionnante, oui, mais sa plus grande richesse ne se résume pas à ses 120 millions d'euros. C'est son mode de vie, sa liberté, sa capacité à dire non à tout ce qui ne sonne pas juste. Il n'est sur aucun réseau social, il ne vend pas son âme à des marques. Il n'a pas besoin de jet privé ou de chaînes en diamant pour prouver son statut. Son univers est fait de villas en pierre, de cigares cubains, de matins silencieux et de bon vin. Il évolue entre confort bourgeois et résistance bohème, non par calcul, mais parce que c'est ce qu'il est. « Je suis là, mais je fais ce que je veux », a-t-il dit un jour. Et ça, plus que tout le reste, c'est le véritable luxe de la vie de Jacques Dutronc en 2025. La relation entre Jacques Dutronc et son fils Thomas a toujours eu quelque chose de sacré, loin du regard public, loin des couvertures de magazines, mais tissé en silence à travers des décennies de musique, de pertes et d'amour. Tandis que les médias s'acharnaient sur des familles plus bruyantes, les Dutronc ont construit la leur dans le calme, à travers des cordes de guitare, des longs trajets en voiture, des gestes muets et des éclats de rire à huis clos. Aujourd'hui, en 2025, ce lien entre père et fils entre dans un nouveau chapitre, plus profond encore. La mort de Françoise Hardy en juin 2024 a marqué un bouleversement majeur dans leur vie. Pour Jacques, ce fut la fin d'un lien qui, même dans la séparation, était resté un fil émotionnel puissant. Pour Thomas, ce fut le moment d'endosser pleinement le rôle pour lequel il s'était préparé toute sa vie. Non seulement comme musicien à part entière, mais comme gardien d'un héritage qui unit trois des plus grands noms de la musique française, Hardy, Dutronc et désormais lui-même. Légalement, Thomas a hérité de la maison de Monticello, ainsi que d'une grande partie du patrimoine de Françoise, droits musicaux, souvenirs, royalties. Mais émotionnellement, il a aussi hérité de son père. « Mon père habite chez moi maintenant », a-t-il déclaré dans une interview teintée de mélancolie après le décès de Françoise. Mais c'est plus que ça, il vit avec moi. On partage un temps qu'on n'a jamais eu avant. Ce n'est pas une relation de soignant, ce n'est pas une inversion des rôles. C'est plutôt deux artistes en harmonie, deux hommes ayant connu la célébrité et la solitude, s'ancrant l'un à l'autre dans une saison de réflexion. Ils passent leurs matinées à boire du café sur la terrasse, leurs après-midi à accorder des guitares ou à bricoler d'anciens enregistrements. La musique reste leur langage. Ils ont tourné ensemble, enregistré Dutronc et Dutronc, et se sont soutenus dans les chagrins comme dans les renaissances. Thomas a souvent dit que partir en tournée avec son père lui avait donné une nouvelle compréhension, non seulement de Jacques le chanteur, mais de Jacques l'homme. Il a toujours été un mystère, même pour moi, a avoué Thomas un jour. Mais en le voyant sur scène, en voyant combien les gens ont encore besoin de sa voix, j'ai compris que je n'étais pas juste son fils, j'étais son plus grand élève. Aujourd'hui, Thomas a pris le rôle officieux d'administrateur de patrimoine. Il gérera le catalogue musical, un puzzle complexe de crédits d'auteur, de droits d'enregistrement et de revenus liés aux rééditions, au streaming et aux licences. Il prendra les décisions sur l'avenir des archives de Françoise et des royalties toujours actives de Jacques. Il négociera avec les maisons de disques, répondra aux propositions de biopic, peut-être organisera-t-il des expositions. Et, inévitablement, il décidera que faire de la Villa Corse remplie de chats, de carnets, de guitares et de fantômes. Il le fera avec révérence et avec son père à ses côtés. Quant à Jacques, il a plaisanté un jour en interview.
Je n'ai jamais élevé Thomas. Il s'est élevé tout seul. Mais maintenant, je peux enfin vivre avec la version adulte. Leur dynamique est chaleureuse, parfois sarcastique, profondément aimante, et, peut-être plus touchante encore, fondée sur la complicité plutôt que sur le devoir. Ils ne publient pas pour la fête des pères. Ils n'apparaissent pas sur les tapis rouges. Mais ils ont construit ce que beaucoup de familles célèbres n'atteignent jamais, une amitié réciproque, calme et sincère, au soir de la vie. Et oui, un jour les chats seront à lui aussi, même si Jacques affirme toujours qu'il le préfère, lui. Pour Jacques Dutronc, le luxe en 2025 ne se mesure ni en yacht ni en jet privé. Il se mesure en temps, en goût et en liberté. La liberté de disparaître dans les collines corses avec un chat sur les genoux et une chanson dans la tête. Il n'a pas besoin d'un palais quand il a une villa blanchie à la chaux qui sent l'air marin et l'histoire. Mais vous, qu'est-ce que vous considérez comme le vrai luxe? Une maison à plusieurs millions, ou la possibilité de vivre simplement, entouré de musique et de souvenirs? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager si vous pensez, vous aussi, que la simplicité bien menée est la plus belle des richesses.